Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet, comme vous l'avez vu dans le titre ainsi que dans la miniature, qui est assez complexe, qui est souvent mal compris et parfois même instrumentalisé. Le racisme anti-blanc. Pour ceux qui me connaissent, je suis Jimmy, je ne suis pas un historien. Mais en tant que passionné d'histoire, il est essentiel de poser les bases de notre réflexion. Le racisme, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est bien plus qu'un simple préjugé ou une haine à l'égard de l'autre. C'est un phénomène qui s'enracine dans des rapports de pouvoir, de domination, d'exploitation. Si le terme racisme anti-blanc semble aujourd'hui émerger dans le discours public, il est crucial de déconstruire ce concept pour en saisir toute la profondeur historique et sociale. Quand on parle de racisme, que l'on soit clair, qu'il n'est pas un phénomène isolé, mais qu'il fait bien partie d'une longue histoire de hiérarchisation raciale qui a structuré les sociétés humaines depuis des siècles. Prenons un petit exemple avec Frantz Fanon. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'il est au cinéma en ce moment avec le biopic sur Frantz Fanon. Dans son ouvrage très connu Peau noire, masque blanc, le racisme n'est pas seulement une question d'individus haineux, mais il est systémique, ancré dans la manière dont une société construit ses rapports humains. Fanon décrit la manière dont les colonisateurs ont utilisé la race pour légitimer l'exploitation des peuples colonisés et les maintenir ainsi dans une position d'infériorité. Le racisme, dans cette perspective, n'est donc pas seulement une attitude, il est une construction idéologique qui repose sur un cadre social et économique global. Prenons le sociologue Pierre-André Taguieff. Dans son ouvrage « La force du préjugé », il décrit cette forme de racisme comme une hiérarchisation culturelle où certains groupes sont assignés à des rôles subalternes dans la société, non pas en raison de leur comportement ou de leur caractère, mais simplement à cause de leur origine perçue comme inférieure. C'est à travers cette lentille historique, la team, qu'il faut analyser toute notion de racisme. De ce fait, lorsque l'on entend encore une fois racisme anti-blanc, il faut d'abord se poser la question. Quels sont les rapports de pouvoir sous-jacents qui définissent ce terme? À qui sert ce discours? Quel est son but? Est-ce que les personnes désignées comme personnes blanches vivent dans un système où leurs droits fondamentaux sont restreints à cause de leur origine? Pour ma part, si je dois répondre, je dirais non. Au contraire. Les personnes identifiées comme personnes blanches ont historiquement occupé et continuent d'occuper des positions de pouvoir et de privilèges, je vous envoie vers ma vidéo le privilège blanc, dans la plupart des sociétés. Pour comprendre pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas dans la forme où il est souvent présenté, il est impératif de remonter aux racines de la domination et de la colonisation ainsi que de l'esclavage. Ces systèmes, comme vous le savez, ont non seulement marqué des siècles entiers, mais ont aussi façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. De ce fait, la colonisation n'a pas été un simple contact entre, je dirais, différentes cultures. Elle a été un projet de domination mondiale où la race est devenue l'instrument, je dirais, par excellence pour légitimer l'exploitation. Prenons le sociologue que j'aime beaucoup citer, Achille Mbembe. Dans son ouvrage très connu, La critique de la raison nègre, il explique que la colonisation a reposé sur une déshumanisation des peuples, une déshumanisation systématique des peuples colonisés. Ceci était perçu comme autre, comme inférieur, et cette perception a été imposée par des idéologies racistes au cœur des politiques coloniales. Derrière cette hiérarchisation raciale se trouvait un système de pouvoir qui se traduisait non seulement par des actes individuels de violence, mais par une organisation structurée des sociétés. Cela, tenez-vous bien, ne se limitait pas juste à la violence. Je parle bien de violence physique. Les empires coloniaux ont imposé des systèmes juridiques, économiques, politiques et culturels qui maintenaient les populations colonisées, donc populations indigènes, dans une position d'infériorité. Ces systèmes étaient institutionnalisés et véhiculés par l'État, l'Église et les entreprises coloniales. Les puissances coloniales, en particulier la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne, ont codifié une hiérarchie raciale qui place l'homme blanc au sommet et l'homme noir, l'homme indigène ou l'homme asiatique dans des positions subalternes. Les colonies étaient organisées pour servir les intérêts des colonisateurs. Par exemple, la mise en place du Code noir, j'en ai déjà parlé, par Louis XIV en 1685, avec Colbert son ministre, servait à réguler l'esclavage, les relations entre maîtres et esclaves, et justifiait la soumission des peuples noirs sous un régime d'exploitation totale. Historiquement, comme vous le savez, les personnes blanches ont occupé une position de domination dans l'esclavage, une domination même, je dirais, structurelle, dans la ségrégation aussi, l'exploitation économique et l'imposition de leur culture comme une norme universelle. Petit exemple, le costume-cravate, etc. Claude Lévi-Strauss, le fameux, dans Race et Histoire, rappelle que la race est une construction sociale, non une réalité biologique. Mais cette construction a été si profondément enracinée, ancrée,
ancrée dans les sociétés occidentales, qu'elle a traversé les siècles, façonnant la perception du monde et de l'autre. Donc, au cœur de ces structures du pouvoir, le racisme ne se limite pas à des actes isolés de haine. Il est une force systémique qui traverse les institutions, les lois, ainsi que les relations internationales. De ce fait, parler de racisme anti-blanc, aujourd'hui en 2025, mais sans tenir compte de ce contexte historique, c'est ignorer, je dirais, les fondements même des rapports raciaux dans le monde moderne. Comprendre le racisme nécessite de dépasser la vision simpliste d'un conflit racial où chaque groupe serait opposé de manière équivalente. Le racisme, comme je le disais, est un phénomène structurel et non un échange mutuel de haine. Le terme racisme anti-blanc suppose de ce fait que des groupes raciaux sont dans une relation de pouvoir réciproque. Or, cela occulte une réalité bien plus complexe, celle des structures sociales, économiques et politiques qui perpétuent la domination des groupes de personnes blanches sur les autres. Dans l'ouvrage La société contre l'État, nous montre comment les sociétés précoloniales d'Amérique du Sud et d'Afrique étaient organisées autour de principes d'égalité avant l'introduction de la colonisation. C'est précisément la hiérarchie imposée par la colonisation qui a ouvert la voie à une division raciale systématique. Il est donc crucial, je pense, de distinguer ce que l'on appelle racisme et ce que l'on entend par discrimination. Le racisme, comme je le rappelle, est un mécanisme de pouvoir ancré dans une hiérarchie de valeurs, une forme d'injustice sociale à grande échelle. Par exemple, le fait qu'un individu puisse subir de la discrimination au travail ou dans la rue ne signifie pas pour autant qu'il soit victime du même système raciste. Le rapport de domination entre les groupes de personnes blanches et les groupes de personnes non blanches est une question de pouvoir. L'historien Michel Roth-Trouillot, dans Silencing the Past, souligne que l'histoire coloniale a été effacée de l'imaginaire collectif de l'Occident, notamment à travers des récits qui présentent les colonisateurs comme des bienfaiteurs ou les colonisés comme des victimes sans voix. Cet effacement latime de l'histoire a permis la construction d'une vision du monde biaisée, où le racisme envers les personnes non blanches est traité comme un phénomène naturel, et même je dirais inévitable, alors qu'en réalité, c'est une construction sociale nourrie par des siècles de domination. La notion de racisme anti-blanc repose sur une confusion fondamentale, celle de supposer qu'il existe une relation de pouvoir réciproque. Or, comme nous l'avons vu, le racisme structurel n'est pas seulement une question d'attitude ou de préjugés individuels, mais un système global où un groupe a le pouvoir, possède le pouvoir institutionnel sur l'autre. Dans les sociétés contemporaines, même si des actes de haine ou de violence peuvent être dirigés contre des personnes blanches, cela ne constitue pas un racisme à proprement parler. Ce qui caractérise le racisme, c'est sa capacité à s'institutionnaliser, à se structurer à travers les lois, l'éducation, le système économique, les médias et bien d'autres sphères encore de la société. Un système où une catégorie raciale peut exercer un contrôle total sur une autre. Par exemple, en contrôlant l'accès aux ressources ou en décidant de la hiérarchie sociale fait toute la différence. Prenons l'exemple concret des États-Unis. Le sociologue Ibrahim Kendi, dans How to be an Anti-Racist, explique que le racisme tel qu'il s'est manifesté à travers l'esclavage, la ségrégation ainsi que les fameuses lois Jim Crow, ne peut être réciproque dans le sens où un groupe dominé a rarement la possibilité de renverser cette même domination. Le racisme structurel est, je le rappelle, un système de pouvoir qui est en place, et cela depuis des siècles. Les personnes blanches n'ont jamais été dans une position de vulnérabilité structurelle, que l'on s'entende bien, par rapport aux autres groupes. En outre, la team, lorsque des individus considérés comme blancs peuvent être victimes de discrimination, et il y en a, ou d'actes racistes, ces incidents sont souvent le résultat d'interactions individuelles ou d'une logique de préjugés, mais pas, je le rappelle, d'un système organisé de domination. Cela, comme je le dis encore, ne signifie pas que ces actes soient acceptables ou justifiables, loin de là. Tout acte de discrimination, quel qu'il soit, est condamnable. Mais plutôt que le cadre global du racisme n'est pas réciproque. Un exemple frappant
de cette inégalité systémique est l'histoire de l'esclavage. Hannah Arendt, dans Les origines du totalitarisme, explique comment l'esclavage, qui a eu, comme vous le savez, un impact direct sur les sociétés africaines, n'a jamais été une relation de réciproque entre, d'une part, oppresseurs et d'autre part, opprimés. Les oppresseurs blancs possédaient un pouvoir non seulement sur les vies des esclaves, mais aussi sur la manière dont leurs descendants allaient vivre. Et ce pouvoir, comme vous le savez, s'est transmis au fil du temps à travers la ségrégation et l'institutionnalisation de la hiérarchie raciale. Si le racisme anti-blanc n'existe pas en tant que phénomène systémique, pourquoi ce concept a-t-il émergé et pourquoi est-il autant repris dans les débats publics? Cette question de la team est essentielle car elle nous renvoie à l'histoire des idéologies qui façonnent notre vision du monde. L'un des premiers éléments à considérer est l'instrumentalisation du concept de racisme par certains groupes politiques. Le sociologue Stuart Hall, dans The Whites of Their Eyes, Racist Ideologies and the Media, montre comment les médias, ainsi que les discours politiques, ont historiquement construit des récits qui inversent les rapports de domination. Ces récits visent à positionner les groupes dominants comme des victimes. Prenons l'exemple de la période post-ségrégationniste aux États-Unis. Lorsque le mouvement des droits civiques a conduit à la fin de la ségrégation raciale officielle dans les années 1960, un contre-discours a émergé parmi certains groupes de personnes blanches conservateurs. Plutôt que de reconnaître que la fin de la ségrégation marquait un progrès vers l'égalité, ces groupes ont commencé à parler de discrimination inversée contre les personnes dites blanches. Ce phénomène s'est intensifié dans les années 1980 et 90 avec l'émergence de la notion de color blindness qui prétend que nous vivons dans une société où la race ne joue plus de rôle. Eduardo Bonilla Silva, dans l'ouvrage Racism Without Racists, explique comment ce discours a permis aux élites politiques et médiatiques de détourner l'attention du racisme systémique en affirmant que les personnes blanches étaient désormais les nouvelles victimes des politiques d'égalité. En France, le concept de racisme anti-blanc a été popularisé par des figures médiatiques et politiques qui ont vu dans ce discours un moyen de mobiliser certains électorats. Éric Fassin, sociologue et auteur de La démocratie précaire, analyse comment l'extrême droite et certaines franges de la droite traditionnelle ont utilisé ce concept pour contrer les mouvements antiracistes. Mais quel était l'objectif derrière? Transformer les revendications des minorités en une menace contre la majorité blanche, créant ainsi un climat de peur et de ressentiment. Le racisme est une structure de pouvoir qui organise l'accès aux opportunités économiques, mais aussi sociales et politiques. Si nous acceptons l'idée d'un racisme anti-blanc, cela signifierait qu'il existe des structures institutionnalisées qui excluent les personnes dites blanches de ces opportunités. Mais dans les faits, comme vous le savez et comme je le sais, ce n'est pas ce que nous observons. Prenons l'exemple concret, la team. L'accès à l'emploi et au logement. Les études menées par l'INSEE et par des sociologues comme Sylvain Laurent montrent que, en France, les personnes perçues comme non blanches sont toujours celles qui subissent le plus de discrimination sur le marché du travail et dans l'accès au logement. Les candidats avec un nom à consonance maghrébine ou subsaharienne ont systématiquement moins de chances d'être embauchés ou d'obtenir un appartement que les candidats dits blancs avec des qualifications similaires. Et encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo sur le privilège blanc. Dans le même esprit, les violences policières touchent majoritairement les minorités dites racisées. Le politologue donc Didier Fassin, dans La force de l'ordre, démontre comment les pratiques policières discriminatoires sont le reflet d'une organisation raciste de l'ordre social. Encore une fois, si le racisme anti-blanc existait dans le même cadre que le racisme systémique, nous devrions voir une réalité inverse, où les personnes dites blanches seraient ciblées et, je dirais même, marginalisées à grande échelle. Mais alors, pourquoi ce discours continue-t-il de séduire une partie de la population? D'une part, il est un outil de diversion, comme vous l'imaginez. Plutôt que d'affronter les vraies inégalités et de reconnaître les privilèges hérités de l'histoire coloniale, il est beaucoup plus simple pour certains groupes de détourner l'attention en se présentant comme les nouvelles victimes. La white fragility, un concept qui décrit la manière dont une partie de la population dite blanche réagit violemment dès qu'on aborde le sujet du racisme, non pas parce qu'elle est opprimée, mais parce qu'elle refuse de reconnaître l'existence même du racisme systémique. D'autre part, cette idée
est un levier puissant de politique. Des figures par exemple comme Donald Trump ou Éric Zemmour ont compris que jouer sur le sentiment de persécution pouvait leur permettre de mobiliser un électorat inquiet face aux changements démographiques et culturels. En affirmant que les personnes dites blanches sont désormais les victimes du racisme, ils cherchent à légitimer des politiques anti-immigration et nationalistes sous couvert d'une défense de l'égalité. Mais derrière ce discours, la team, se cache une réalité bien plus cynique. Celle d'un monde où les rapports de pouvoir restent encore profondément inégalitaires. La seule différence, c'est que les oppresseurs d'hier tentent aujourd'hui de se faire passer pour les opprimés. Si le racisme anti-blanc est si populaire dans le discours public, c'est aussi parce qu'il permet d'éviter un débat central, celui des privilèges raciaux. Je vous invite encore une troisième fois à ma vidéo Le privilège blanc. La sociologue Peggy McIntosh, donc qui a mis en lumière ce concept de white privilege, décrit le privilège blanc comme un assemblage d'avantages invisibles dont bénéficient les personnes dites blanches dans les sociétés occidentales. Ces avantages ne signifient pas que toutes les personnes dites blanches sont riches ou puissantes, rien à voir, mais qui ne subissent pas de discrimination systémique en raison de leur couleur de peau. Petit exemple, une personne dite blanche en France, ou même aux États-Unis, n'a pas à s'inquiéter d'être systématiquement contrôlée par la police simplement à cause de son apparence. Lorsqu'une personne postule à un emploi, son nom ne réduit pas ses chances d'être retenu. Ou si encore cette même personne cherche un logement, il n'aura pas à prouver qu'il est intégré ou qu'il ne posera pas de problème. Ces réalités, la team, sont documentées par de nombreuses études. Petit exemple, en France, je sais qu'il y a une enquête de l'Institut qui s'appelait, je crois, Montaigne, qui a montré qu'un candidat avec un nom maghrébin avait 50% de chances en moins d'obtenir un entretien d'embauche qu'un candidat au profil similaire, mais par contre avec un nom français. Mais pourquoi certaines personnes dites blanches refusent-elles d'admettre ces réalités? D'abord, il faut bien comprendre, parce que reconnaître l'existence des privilèges implique de remettre en question leur propre position dans notre société. Accepter que le monde est structuré par des inégalités raciales signifie aussi accepter qu'on en bénéficie parfois sans même s'en rendre compte. Ensuite, parce qu'il faut bien se le dire, le privilège blanc, le concept du privilège blanc, a été diabolisé par certains mouvements politiques et médiatiques. Plutôt que de voir cette idée comme un outil d'analyse des rapports sociaux, on l'a transformé en une accusation, je dirais, morale. Dire qu'une personne dite blanche bénéficie de privilèges ne signifie pas, encore une fois, je le redis, qu'elle est une mauvaise personne ou qu'elle est responsable de ces injustices du passé. Mais malheureusement, beaucoup de personnes l'interprètent ainsi. Après cette vidéo, la team, il était important pour moi, et je pense que maintenant il est clair pour vous, que le racisme dit anti-blanc est une illusion construite pour bloquer les avancées sociales et je dirais même maintenir un statu quo injuste. Mais de ce fait, la seule manière de sortir de cette impasse est d'adopter une approche donc antiraciste radicale qui ne se contente pas de dénoncer les discriminations, mais qui propose une vision alternative de notre société. Mais cela, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut continuer l'éducation pour déconstruire les idées reçues. Il faut soutenir les luttes antiracistes et donc de ce fait aussi toutes les autres luttes de discrimination, donc féministes, etc., comme des combats communs. Et troisième chose, je pense, refuser d'être piégé dans des débats stériles et se concentrer sur les inégalités réelles. Comme vous l'avez compris, l'avenir ne dépend pas seulement des minorités dites racisées, mais de la capacité de toutes et donc de tous à refuser les manipulations, donc que ce soit médiatiques ou politiques, et à construire un monde beaucoup plus juste. De ce fait, la team, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce sujet donc de racisme anti-blanc, que c'est une construction donc surtout médiatique et idéologique pour ramener un électorat, mais je ne vais pas revenir sur ce sujet, j'en ai déjà parlé. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, mais surtout restez respectueux, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy, peace.